Installe-toi confortablement. Aujourd'hui, on va discuter de comment améliorer sa photographie, comment se lancer aussi professionnellement et même pourquoi pas à l'étranger, comment développer son style et encore plein d'autres choses hyper intéressantes si tu veux passer à la vitesse supérieure au niveau de ta pratique photographique. Et plutôt que donner des réponses hyper théoriques, je veux vraiment aller dans le concret et raconter des vraies expériences pour en tirer des conseils. Du coup, merci à toi Antoine d'être là. Merci de m'avoir invité, c'est bien, je découvre un petit peu aussi la thématique du jour. C'est vrai que je t'ai pas du tout prévenu. Je t'ai découvert avec ta chaîne YouTube et donc tu es un photographe professionnel. Et tu fais ça depuis combien de temps ? Oula, alors j'ai la photo, moi j'en fais depuis peut-être 11 ans à peu près, un truc comme ça, entre 10 et 12 ans. Et ensuite professionnellement j'ai ouvert mon entreprise en 2018, mais j'ai toujours jonglé entre voyage et professionnel, surtout voyage. Ouais. Et après, depuis que je suis arrivé en Corée, là, ça a commencé à démarrer de façon plus sérieusement et plus régulièrement, surtout. Ok. Au niveau de ta pratique photographique, plutôt côté privé, donc pas le côté boulot, mais côté privé, qu'est-ce que tu fais, toi ? Alors, en photo, j'aime beaucoup de choses, mais j'ai surtout appréhendé la photo avec le voyage, en grosse partie. Donc je me classifie souvent un petit peu comme photographe de rue, mais ça serait un peu mentir parce que quand je voyage, en tout cas, je fais beaucoup de rue, mais je fais aussi beaucoup, moi, ce que j'appelle de la photo culturelle, d'archives, entre guillemets. Donc c'est vraiment juste de prendre l'humain dans son environnement, humain ou pas d'ailleurs, il n'y a pas forcément le besoin d'avoir l'humain, mais c'est vraiment histoire d'incorporer l'humain dans des environnements pendant les voyages et de montrer un peu les milieux de vie, la culture et tout ce qui entoure. Mais là, en ce moment, je tourne un peu plus sur le portrait, on va dire, et ça me plaît pas mal. Ah, super. C'est vrai que là, avec tout ce que tu fais au niveau de la Corée et de tes voyages assez récemment, ça me fait un peu découvrir toutes ces différentes cultures. Et du coup, le portrait que tu viens de mentionner, que tu fais à titre privé, mais aussi à titre professionnel, c'est ça ? En fait, je faisais déjà du portrait depuis un petit moment quand même. Enfin, j'en ai toujours fait plus ou moins par-ci par-là. Mais là, je m'y intéresse de plus en plus parce que, en étant, je pense, influencé pas mal par la Corée aussi. Parce qu'il y a beaucoup de modèles, beaucoup de besoins de photographie, que ce soit pour du e-commerce ou des choses comme ça. Et je me suis dit, ça serait peut-être une bonne voie aussi de développer ça et de montrer un travail beaucoup plus sérieux. Parce que jusqu'à maintenant, c'était surtout du lifestyle très simple, très basique. Donc là, j'ai lancé avec Airbnb, entre autres, des sessions photos qui marchent relativement bien. Donc je me suis mis à plein dedans. Et là, maintenant, j'essaie d'aller sur quelque chose d'un petit peu plus éditorial, avec des touches artistiques un peu plus prononcées pour montrer un petit peu tout ce que je suis capable de faire plutôt que des portraits avec l'humain naturel un peu... Pas simple, mais simple dans la réalisation. Ouais. Voilà. D'accord, ouais, donc là, tu es vraiment en train d'expérimenter des techniques et trucs comme ça. Ouais. Trop bien. J'aimerais qu'on revienne vraiment en arrière au tout début. Genre, est-ce que tu te rappelles de ton premier client ? Premier client, je pense, c'était du mariage. La première fois que tu as été payé, du coup. La première fois que j'ai été payé, ça a été un mariage pour toute une journée à peut-être 100 €, un truc comme ça. Sachant que c'était un ami qui m'avait demandé si j'étais disponible parce que je faisais de la photo dans le lycée ou l'étude supérieure en BTS que je faisais. Et du coup, je faisais de la photo un petit peu pour l'école, etc. Et lui aussi, il fait de la photo, mais déjà un petit peu plus sérieux. Et il m'avait proposé de l'accompagner parce que c'était un mariage relativement gros. Et je fais, let's go, moi, chaque opportunité était bonne à prendre. Et donc là, voilà, c'est les 100 € un peu symboliques, entre guillemets, mais ça fait toujours plaisir de les avoir pendant les études, quoi. Ah, c'est clair. Et du coup, c'est vraiment chouette d'avoir eu cette opportunité de quelqu'un. Donc c'était un ami. Un ami, qui était dans une autre classe. Et puis après, j'ai aussi eu un surveillant qui faisait de la photo et qui faisait les photos aussi de l'école, du lycée, là. Et qui, lui, a vu que je m'intéressais beaucoup à la photo et qui était très très cool. Et il m'a invité après sur des mariages aussi, pareil, en tant qu'assistant, second photographe, assistant. Et là, pareil, j'étais un peu moins payé qu'un photographe, on va dire, principal de mariage, mais au moins j'avais une petite paye par-ci par-là qui sortait, ça faisait plaisir. Le fait d'avoir ces personnes qui t'amènent sur un tournage ou qui te demandent de shooter pour eux, ça montre vraiment l'intérêt de commencer avec le réseau, quoi. Ah oui, complètement. Typiquement, ce que j'ai appris récemment, c'est je pense une des parties les plus importantes de notre métier là actuellement, c'est le réseautage. Moi, c'est vraiment ce qui m'a débloqué. Siri apparemment est d'accord. Attends, on va l'enlever un peu plus loin. Hop là. Le réseautage, le réseautage en Corée, ouais, je pense que aussi parce que vu qu'on est en Corée et qu'on a tendance à rencontrer plus de Français, donc c'est un réseau de francophones plus niche, ça facilite un petit peu
le fait de découvrir des gens. Et ça accentue un petit peu tout ça, et je me suis rendu compte un petit peu de la valeur du réseautage en étant en Corée en particulier. Ouais, donc je pense que pour ceux qui vraiment commencent, comme toi, en fait, avant de penser réseau professionnel, d'aller voir des personnes comme ça, vraiment au courage, à débarquer à la porte pour frapper, pour demander, c'est vrai que déjà, autour de soi, la famille, les amis, les oncles et tantes, tout ça, je pense que c'est pour commencer, en tout cas, pour avoir ses premières expériences. C'est formateur, et ça permet de le faire dans des conditions très agréables, quoi. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de pression, on a moyen de s'entraîner, d'essayer. Et de toute façon, c'est qu'avec l'expérience qu'on avance. Et le milieu professionnel, on ne peut pas l'avoir tant qu'on ne le pratique pas. Et la posture professionnelle, j'ai envie de dire. Et jusqu'à maintenant, c'est toutes ces petites expériences qui ont forgé un petit peu tout ça jusqu'à maintenant. Et après, une fois qu'on a eu ces premières expériences, maintenant, quelle est ton approche pour essayer de trouver d'autres clients? Là, récemment, quelque chose que j'ai fait il y a quelques mois qui a porté un peu ses fruits, c'est de retravailler mon site. En fait, j'avais regardé la vidéo de Nico DT, je crois, je sais pas si tu vois, qui est basé sur Lyon, qui fait de la photo, qui est une chaîne incroyable, qui mériterait beaucoup plus d'abonnés. Il avait regardé plein de sites internet de plein de photographes, et il y a le mien qui était passé, et il m'avait dit ton site est très joli, t'as de jolies photos, mais on voit pas à quoi il sert ton site. T'es juste un portfolio sans trop de raison. Du coup, j'ai repensé ça déjà de base, mais en retravaillant aussi mon SEO, qui est la manière d'optimiser son site internet pour les bases de recherche Google, etc. Je me suis fait un Google Maps aussi en Corée, alors sachant que Google Maps n'est quasiment pas utilisé en Corée, mais du coup ça m'a apporté des clients aussi étrangers qui cherchent des étrangers sur le terrain, et j'ai réussi à avoir 2-3 clients par-ci par-là, moins souvent, mais c'est souvent des clients qui sont un peu plus gros, qui ont un budget un peu plus gros. Donc j'aurais tendance à dire peut-être une fois tous les 2 mois, mais avec des budgets un petit peu plus conséquents. Je pense que ça a été une des choses en particulier, et puis après je reviens au réseautage, mais le réseautage avec toi aussi en particulier qui m'a ramené sur des shoots, puis après juste le fait de dire oui, de parler à des gens, de montrer qu'on existe. Après je pense qu'être en Corée ça aide un petit peu aussi, parce que forcément il y a moins de compétition dans notre langue, ou en tout cas en anglais, et je pense que ça aide un petit peu aussi à réduire un petit peu le focus de recherche sur des étrangers, des anglophones, francophones, etc. Et je pense que ce que tu dis sur le site internet, c'est hyper intéressant parce que ça montre à quel point, même si à la base on fait un métier qui est de l'ordre de l'artistique, en fait souvent il faut pas confondre artistique avec, on oublie complètement le côté business. C'est qu'à un moment donné, si on veut en vivre, si on fait pas partie de ces quelques élus qui vont vendre leur art, qui font un projet personnel et qui arrivent à en vendre, et à en faire leur gagne-pain. Des choses qui arrivent d'ailleurs souvent en fin de carrière, quand tu as déjà eu l'expérience de ta vie dans la photo. Je vois pas beaucoup de très jeunes photographes qui vivent de ça pleinement, facilement. C'est souvent les trucs qui arrivent une fois que tu as donné ton travail à maturité, que tu as amené ton travail à maturité. Ouais. Et c'est pour ça que faut vraiment penser au côté business et se dire le site internet, c'est pas juste pour exposer mon art tel que je veux que les gens le voient, mais c'est bien aussi, mais si on a envie à un moment donné d'en vivre, il faut aussi penser comment attirer le client, et le côté plus business que certains vont pas forcément aimer, mais qui fait partie du métier, qui nous permet de faire ce métier qu'on aime tant. Donc, je pense que c'est ce qui me manque le plus, de toute façon. Ouais. Moi, autant ça me dérange pas de le faire, autant c'est surtout que je sais pas vraiment comment le faire, et donc c'est vraiment de l'apprentissage, c'est de l'autodidacte comme beaucoup dans ces milieux, mais ça vient petit à petit. Je vois que ça prend un peu ses fruits. C'est comme ça qu'on dit en français, je sais même plus. Ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits, voilà, ça porte ses fruits. Je pense que les trucs anglophones qu'on va sortir pendant tout ça va être horrible. Mais ça vient petit à petit, ça commence à porter ses fruits, mais il y a encore du travail. Parce que clairement, le niveau commercial, c'est pas facile. C'est à l'opposé de ce qu'on fait, donc c'est vraiment pas facile. C'est pas évident. Et est-ce que tu as eu des difficultés en particulier que tu as vraiment au départ, quand tu étais débutant, quand tu te lançais là-dedans, où ça te bloquait à faire ce que tu voulais réussir à faire? Je pense, en France, particulièrement le manque de budget. Alors, c'est pas parce qu'il faut pas forcément du budget pour créer des choses intéressantes, mais là, typiquement, chose que je découvre en Corée, c'est le fait de pouvoir louer des studios facilement pour pas cher. Comme aujourd'hui. Et c'est un plaisir parce que rien que hier, là, j'ai pris un studio pendant 4-5 heures.
J'en ai eu pour 60 €, je crois, 70 €. Un peu plus, parce que j'ai rajouté 2-3 options. Mais vraiment, c'est rien du tout, quoi. Une demi-journée, même, voire un peu plus, avec les lumières de comprises dans l'eau, etc. Enfin, c'est trop bien. Et pour pouvoir, du coup, s'amuser et créer et avoir un portfolio plus solide, c'est absolument génial. Donc, le prix en France, c'était vraiment pas simple parce qu'il faut se limiter à ce qu'on a. Parfois, ça aide aussi, ça pousse un petit peu à créer. Et puis sinon, la communication, j'étais perdu aussi. Hein. Je me rappelle, j'avais communiqué une cinquantaine de... Comment on appelle ça ? Ceux qui organisent les mariages, par exemple. Ah oui, les wedding planners. Wedding planner, voilà. On n'a pas le français déjà. J'avais contacté aussi des agences, etc. J'avais essayé de faire assez bien. J'avais aussi envoyé des courriers à des magazines. Et je crois que j'ai dû recevoir entre 2 et 5% de réponses totales. Ouais, c'est compliqué. La quasi-totalité des réponses, c'était « Ah non, je cherche personne ». Et le manque de travail, c'est vraiment... En France, je dirais, c'est vraiment un métier d'exception spécifiquement. Là où en Corée, je trouve que c'est un petit peu plus facile. Ou alors c'est que j'ai pris en maturité aussi. Hein. Je pourrais pas répondre exactement, mais tout le côté prospect en France, je pense que c'est ce qui m'a fait le galérer le plus et qui m'a fait le plus poser de questions. Et aussi les prix, savoir gérer ses prix, comment mettre ses prix par rapport au marché. Et là maintenant j'arrive à peu près à savoir où me placer, qu'est-ce que je vaux, etc. Là où au début ça c'est un truc et on a tendance à se sous-évaluer, à faire baisser le prix du marché aussi, ce qui est pas bien pour tout le monde. Et ouais, donc c'est vraiment le côté marketing en fait, hein. C'est vraiment le marketing, pouvoir chercher les clients, etc. Je pense que il faut vraiment, quand on commence là-dedans, c'est bien de se focaliser sur le côté technique, mais en fait souvent on se rend compte qu'il y a des gens qu'on voit le portfolio des gens dans notre ville qui sont pas forcément exceptionnels. Ouais, alors putain, oui. Je me rappelle le photographe de la métropole de Lyon, là. Oh là là. Et pourtant, ils en vivent. Ouais. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut se dire, il y a ma passion pour la technique, mais il y a le business. Et le business, c'est pas un juron. C'est quelque chose dont on a besoin pour en vivre. Et donc, je pense que pour ceux qui ont vraiment envie de se lancer là-dedans, il faut vraiment aussi réfléchir à leur réseau, à rencontrer des gens, à communiquer. Le site internet, c'est un moyen, mais avec le réseau professionnel en premier temps, surtout quand on commence, quand on est très très jeune, le réseau privé. Faut jouer à fond là-dessus, se faire un peu, s'entraîner, et puis au fur et à mesure, rencontrer des gens. Il n'y a pas de secret. Je pense que c'est vrai qu'en France, c'est vraiment aussi un fort pays de réseau. En Corée aussi, mais en France, visiblement, d'après ce que moi, j'ai jamais travaillé en France dans la photo, j'ai directement été à l'étranger, mais d'après ce que tu dis, ça a l'air d'être ouais, après, je suis peut-être pas le meilleur exemple non plus, hein. Et puis, il y a aussi, tout le monde a tendance à dire que tout le travail est à Paris, ce qui, je pense, n'est pas totalement faux. Et après, j'ai souvent eu de très mauvaises expériences en France sur des clients qui proposent des prix, etc., qui sont extrêmement... Là, on m'a proposé, par exemple, un prix pour de l'immobilier, un Français, mais qui a de l'immobilier en Corée. Okay. Et c'est ridicule, c'est des prix dérisoires qu'ils demandent. Mais non, ça passe pas comme ça. Et j'ai eu beaucoup plus d'expériences comme ça en France qu'en Corée. Là où en Corée, après, c'est pas le même niveau de vie non plus, etc., mais j'ai eu plus d'expériences positives ici. Et je pense que souvent quand il y a des gens qui m'approchent pour me demander, ça c'est de l'anglais qui m'approche, qui me contactent pour savoir un peu comment fixer leur prix en tant que vraiment gros débutant, le conseil que je donne souvent comme strict minimum, déjà, prends le SMIC, et tu sais que si tu te payes au SMIC, tu es sous-payé. Parce qu'en tant qu'indépendant, tu n'as pas de congé payé, tu n'as pas tout sûr. Ça. Donc essaie de comptabiliser ton nombre d'heures, multiplie par le SMIC, et rajoute un peu plus si tu peux. Après, quand on débute, après il faut faire des concessions. J'ai même fait des trucs gratuitement. Oui, faire des trucs gratuits, je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire de façon équilibrée, mais je pense que c'est pareil, c'est formateur en fait. Ouais. C'est comme les stages au final. Les stages, tu n'es pas forcément payé. Exactement. Sauf que ça t'apporte beaucoup, et je pense que ça fait partie des choses. Comme pour faire du prospect aussi. Faire des choses gratuitement pour du prospect, comme j'avais vu beaucoup avaient fait. Je vais contacter les entreprises, je vais faire un shooting gratuit, et s'ils veulent les photos, ils les payent. Mais au moins, ils peuvent voir ce que ça donne, et voilà. Ça peut faire partie des choses qui, gratuitement, peuvent apporter des clients dans le futur. Ouais. Et on ne sait jamais sur qui on tombe non plus. C'est des façons de commencer, quoi, et il faut juste s'assurer à chaque fois qu'on a clairement de la valeur ajoutée qu'on attend de ce projet.
Et en général, si c'est quelqu'un qui nous approche avec une proposition gratuite, c'est mauvais signe. Alors ça oui, en général ouais, très souvent. Ouais. Il faut souvent que ça vienne de nous parce qu'on a un objectif précis en tête. Je veux faire ça, je veux développer ce contact ou je veux avoir cette expérience, avoir ce truc dans mon portfolio, quelque chose comme ça. Du coup, je propose gratuitement ou pas cher. Mais voilà, faut pas non plus rester enfoncé là-dedans et va rapidement évoluer sur des choses tarifées. Et de toute façon, pour se vendre, il faut un portfolio. Et pour un portfolio, il faut avoir travaillé. Donc au bout d'un moment, il faut forcément y passer un petit peu, quoi. Exactement, faut y passer. Du coup, tu mentionnais la Corée juste avant. Comment ça s'est fait pour toi de travailler, de faire ce métier en Corée du Sud? Alors j'étais déjà venu en Corée déjà il y a 4-5 ans, avant le Covid, là. 4 ans, et en juste 3 mois. Et après, il y a le Covid qui est arrivé, donc on a tous souffert plus ou moins. Et après le Covid, la Corée a été le premier pays qui a réouvert en Asie, un des très premiers pays qui a réouvert en Asie. Et donc du coup, je me suis dit, bah vas-y, j'y retourne. En plus, je connais quelques personnes par-ci par-là, peut-être que ça m'aidera à lancer le truc. Donc j'ai fait un PVT, un Working Holiday Visa, qui m'a permis de rester 1 an. Et pendant ces 1 an, j'ai beaucoup fait de trucs à moi, mais j'ai pas beaucoup développé le milieu professionnel, jusqu'aux 3 derniers mois, on va dire. Et là, c'est un peu bête parce que pareil, j'aurais pu économiser de l'argent, etc. si je m'étais lancé directement, mais au moins j'en ai bien profité. Et là, du coup, pendant cette année-là, j'ai rencontré plein de gens, dont toi en particulier, et d'autres personnes qui sont dans la photo ou pas. Et du coup, je me suis dit, je pense qu'il y a moyen peut-être de réussir à sortir un petit peu d'argent. Et j'ai lancé le Airbnb aussi, que j'avais en tête depuis longtemps, Airbnb Experience, là, pour faire des expériences pour touristes. Et j'ai vu que ça prenait bien, et je crois que l'année dernière, en 2023, j'ai eu entre 70 et 80 shootings, je crois, de portraits. Ah ouais. Donc c'est quand même pas mal. Pour une première année ? Ouais, pour une première année, c'est quand même pas mal, sachant que ça avait commencé surtout en juin à peu près. Donc c'est pas à négliger quand même si ça me sort pas un salaire honnête. J'ai eu d'autres choses sur le côté. Mais Airbnb m'a dit, ok, il y a peut-être moyen d'avoir un truc un peu régulier qui me permet au moins d'amortir et de pas trop dépenser. Est-ce que la langue, ça passe ou pas ? Est-ce que tu as des défis comme ça en Corée qui sont venus du fait, en fait, de manière plus globale, en fait, en tant que photographe qui travaille dans un autre pays ? Là, pour toi, en Corée, mais... Contrairement à toi, effectivement, moi, je parle pas coréen. Je connaissais un petit peu mieux la première fois que j'étais venu, parce que j'avais un peu travaillé ça et tout, et là, depuis que je suis en Corée, j'ai plus du tout retravaillé le coréen. Un tout petit peu au début, et après, j'ai lâché. Parce que je me suis vite rendu compte qu'en fait, sur la vie de tous les jours, j'étais pas forcément à Séoul, c'est pas spécialement grave de ne pas savoir parler coréen. Et en fait, sur la vie de tous les jours, ça me dérange pas. C'est pas un problème du tout. Néanmoins, niveau professionnel, je pense que je pourrais facilement au moins doubler ou tripler facilement mon nombre de travail que je pourrais faire. Parce qu'en fait, il y a énormément de jeunes marques qui se lancent en Corée. Au niveau du business, tout tourne extrêmement très vite. Et en fait, c'est normal, hein, c'est surtout des Coréens qui vivent là-bas. Et du coup, de parler coréen, même s'ils parlent un petit peu anglais, ça peut vite leur faire peur. Et ils vont on va dire, la Corée est un pays qui est très standardisé, je trouve, sur plein d'aspects. Et je pense que s'ils sont pas dans leurs standards, c'est très vite compliqué de pouvoir s'imposer. Donc du coup, j'ai, pareil, avec le réseau, fait des contacts par-ci par-là, et réussi à avoir du travail par-ci par-là avec, entre autres, une amie aussi qui est directrice artistique, et qui, elle, arrive à avoir des petits travails par-ci par-là, parce qu'elle a plus de contacts, et moi, elle me les ramène sur moi en tant que photographe pour l'aider, etc. Donc voilà. Encore une fois, le réseau. Encore une fois, le réseau. Mais la langue, ouais... je pense qu'à un certain niveau ça dérange pas, mais à mon niveau clairement ça aiderait beaucoup. Comment est-ce que déjà tu décrirais ton style photographique ? Alors ça c'est un truc ça a toujours évolué, mais j'aurais tendance à dire que j'ai pas tant de style que ça. Il y a beaucoup de gens, pas forcément dans la photo, qui me disent ah j'adore ton style et tout, mais je fais oui, bon d'accord, peut-être ouais. Mais le style que j'ai, j'aurais tendance à dire que c'est très relativement réaliste, mais en poussant un petit peu les curseurs pour augmenter l'ambiance que je ressentais sur place. Parce que sur du RAW c'est très plat quoi, et du coup j'essaie de réaccentuer ça, même si maintenant j'ai tendance à partir sur des trucs un peu plus graphiques, un peu plus prononcés. Souvent on a du mal à décrire notre propre style, et c'est souvent les autres qui vont le décrire. Je trouve que c'est plus facile, je pense. Ouais. Comme le tien aussi, pareil, j'en vois un beaucoup plus distinct sur ce que tu publies.
Après, de toi-même, je sais pas, un style Fuji, peut-être. Ah, ça c'est récent, ça Fuji. Ouais. mais c'est vrai que, en fait, en préparant ce podcast, je me suis posé la question, au final, qu'est-ce qui définit le style de quelqu'un ? Et alors, tu me dis ce que t'en penses, mais moi je me suis dit, est-ce que notre style, ça serait pas un mélange ? Alors attends, j'ai réfléchi, ça a bouillonné hier soir, mais est-ce que ça serait pas un mix de 3 choses, un mix de nos goûts, de nos capacités et de nos habitudes ? Ouais, j'ai envie de dire forcément, un petit peu, parce que ça se répercute sur ce qu'on aime, et donc sur ce qu'on veut traduire dans la photo, entre autres, pour moi. Moi, j'avais tendance à dire, j'allais dire l'expérience. Donc ça rejoint un petit peu ça aussi, c'est l'expérience. Voilà. La raison pour laquelle je disais ça, c'est que parfois, justement, comme toi, j'expérimente, et pourtant, j'ai l'impression que c'est très différent. Et pourtant, les gens, ils savent directement que c'est moi qui l'ai pris. Et pareil pour toi. On me le dit de temps en temps, ouais. Il y a des perspectives que tu as fait là dans ton voyage à Hong Kong que j'avais jamais vues avant. Ah oui, mais j'ai même pas eu besoin de voir ton intitulé. Je savais que c'était une photo de toi. Et ce qui fait que c'est pour ça que je pense qu'on a des habitudes, on a des capacités qui nous limitent, on a des goûts. Et même quand on expérimente une partie, t'as quand même les autres qui sont quand même sous-jacentes, qui sont encore là, qui fait que les autres personnes reconnaissent. Par exemple, toi, en fait, ton style, même si t'as du mal... pas la même chose pour moi, à le décrire. Comment tu penses que tu l'as développé ? Je pense que la photographie, je l'ai développée de façon très lente depuis 10 ans, à peu près, depuis une dizaine d'années, juste en pratiquant. Et je me suis mis que depuis très récemment à m'intéresser un petit peu à la photographie dans son histoire de manière générale et dans les photographes qui l'ont construit. Il y a aussi Jonathan Bertin que j'ai rencontré il y a pas si longtemps que ça, qui je voyais qui était énormément investi dans la lecture de bouquins photos. Et ça m'a donné un peu envie, donc j'ai fait la lecture par-ci par-là, j'en ai acheté 2-3. Évidemment, j'avais aussi des références sur Instagram, de grands photographes, etc. Et pareil, j'ai mon cousin plus vieux que moi qui a fait qui fait encore, mais qui a fait beaucoup de photographies, qui a un petit peu été un modèle pour moi, je trouve, parce quand j'étais plus petit, lui, il était toujours en Inde, aux États-Unis, etc. Et en plus, il avait un style beaucoup plus artistique que la majeure partie des gens ne comprendraient pas forcément, qui est assez high photographie, je sais pas comment dire. Tu sais, c'est souvent des trucs débulés, des compositions très décalées avec une personne dans un coin, très minimaliste. Enfin, c'est vraiment des trucs un peu que beaucoup de photographes reconnaîtront comme des belles photos, mais que Monsieur Tout le Monde dira bah oui. Enfin, tu vois, c'est compliqué c'est des choses d'ailleurs que j'ai commencé à apprendre pas à apprécier, mais à essayer de refaire moi-même. Et cette personne-là, mon cousin, m'avait donné, avant que je parte en Corée, 2-3 livres de photos, dont un que j'avais adoré, qui était sur à la frontière mexicaine. Et donc ouais, les livres récemment, c'est une grosse source d'inspiration. Ça permet de s'intéresser à un photographe et à son style, et de comprendre dans quelle direction il est. Et du coup, ça me permet à moi aussi de me faire un travail d'introspectif, comme ça qu'on dirait, sur mon travail et sur, tiens, le photographe, lui, il part un peu sur ça, il fait plus souvent ça. Est-ce que moi, j'aurais pas tendance à aller plus vers un style ou un autre ? Et le fait d'y réfléchir récemment, ouais, ça a beaucoup aidé. Je te vois récemment faire des projets perso, notamment en studio, des choses que tu expérimentes. Ces projets perso, ils ont quelle place là dans ta pratique photographique récemment ? Là, j'essaie vraiment de booster ça au maximum pour me donner un profil plus artistique, avec vraiment être capable de pouvoir montrer des directives artistiques assez assumées, et du coup d'avoir une patte un peu plus forte, un peu plus présente, pour que ça marque les esprits. En fait, c'est vraiment, je veux que ça marque les esprits, que ça montre qu'il y a quelqu'un derrière qui essaye de créer des choses, quoi. Est-ce que tu aurais des conseils sur ce dont on a besoin ? Après, ça dépend de la nature du projet, bien sûr, mais sur des choses un peu comme toi, ce que tu fais récemment. De quoi tu as besoin pour te lancer là-dedans ? Un appareil photo ? Un début. Mais voilà, je pense que c'est tout. Hein. Bah, ça dépend sur quoi on veut partir, mais effectivement, si on fait du portrait, c'est toujours bien d'avoir une modèle. C'est même mieux d'avoir une modèle qui sait ce qu'elle fait, parce qu'il y a quand même une grosse différence entre l'ami qu'on va demander à prendre en photo et un modèle, parce que je pense que travailler avec une modèle ou un modèle qui sait ce qu'il fait, ça apporte beaucoup, parce qu'on a beaucoup moins de charge de travail sur la direction de modèle, et ça permet vraiment de se concentrer sur la création de photos, la composition, etc. Et il y a un mélange, une fusion qui se fait pendant le shooting qui est super appréciable, et t'as l'impression d'un coup d'exploser tes possibilités créatives et de pouvoir faire plein de choses et d'essayer plein de choses. Donc avoir un bon modèle, c'est très important, je trouve. Bien évidemment, on peut pas forcément toujours le faire
gratuitement ou de le proposer gratuitement, mais si on arrive déjà avec une idée artistique, avec un besoin, une envie de créer, et que ça apporte aux deux personnes du positif, il y a peu de chances que si on est sérieux et qu'on a quelque chose de sérieux à proposer, que ce soit refusé. Donc ouais, un bon modèle, c'est très important. Et puis ensuite, je pense que le plus compliqué, c'est les bonnes idées. Et ça, je pense que ça se travaille avec beaucoup de culture photo, d'inspiration. Pas forcément que photo d'ailleurs, hein, les films, la peinture et plein de choses. Pas hésiter à aller se lever tôt et à aller à des endroits intéressants. Comme on voit Romain, notre ami en Corée, là, qui part sur tous les flancs de montagne coréens pour faire ses photos. C'est une habitude à prendre, mais il faut se motiver, quoi. Se lever tous les matins, enfin pas tous les matins, mais très tôt le matin pour aller sur les montagnes. Ça, c'est un bel exemple aussi de quelque chose qui va faire une différence sur tes photos, quoi. Parce que si tu demandes à un modèle d'aller shooter dans une forêt en lever de soleil avec une brume, forcément tes photos vont avoir un truc de spécial, quoi. Et des fois, il n'y a pas besoin de beaucoup plus que ça, quoi. Juste un appareil photo, un 50 mm 1.8 et c'est parti, quoi. Et toi, quand tu as, par exemple, là, il y a quelques jours, t'as partagé sur Instagram en story un shoot, un projet perso que tu as fait, pour décider ce que tu allais faire. Comment ça s'est passé dans ton esprit ? Est-ce que tu t'es posé sur ton bureau ? Enfin, voilà, comment t'es venu à l'idée ? Je vais faire ça, il me faut tel type de modèle, tel type de lumière, tout ça. En fait, alors déjà, pour modèle, je voulais plutôt un ou une coréenne, plutôt une coréenne en particulier. Parce que vu que je suis en Corée, j'aurais bien aimé que ça parle un peu plus aux gens qui sont ici. Et ensuite, je me suis fait un moodboard, genre de choses que je fais de plus en plus et qui aident énormément. Et c'est tout bête, hein, c'est juste d'avoir une idée en particulier et de la taper sur Pinterest ou sur Internet et ensuite de faire un tableau, de mettre toutes ces photos à un endroit. Et au fur et à mesure, on a un mood qui va ressortir de ce board. Et là, moi, mon idée principale sur le dernier shooting, c'était de capturer le mouvement. Parce que j'ai encore jamais fait ça avec des flashs en studio, c'était de faire du motion blur, enfin du flou de bouger en studio. Donc l'idée principale c'était ça, j'avais un tube LED qu'on utilise là qui me permet d'utiliser plein de couleurs, donc je voulais utiliser ça avec un flash ou deux, etc. Et après à partir de là j'ai regardé un petit peu tout ce qui se faisait sur internet et je me suis dit ah tiens on pourrait faire ça, tiens il y a des mouvements qui se font comme ça, alors mouvement plutôt de la modèle ou plutôt de la caméra et à force de dégrossir, en dégrossissant on arrive à avoir une idée plus distincte de ce qu'on veut. Mais c'est vrai que partir de rien de base ça fait un peu peur, c'est assez déroutant. Mais il suffit d'avoir une idée et juste de lancer des trucs sur le moodboard, de faire plein de trucs et ensuite de dégrossir et après au bout d'un moment ça passe, j'ai envie de dire. Ouais, je suis complètement d'accord parce qu'à un moment donné dans ma pratique photo, j'avais vraiment l'impression de à chaque fois aller dans un endroit sympa avec quelqu'un qui était plutôt esthétiquement correct. c'est très poli de façon de dire. et après de me dire bah vas-y improvise Thibaut, il faut que tu fasses des photos. Ouais, les moodboards c'est hyper puissant, c'est quelque chose vraiment à faire quand on sent qu'on est toujours en train de tourner en rond à juste aller dans des endroits sympas, à prendre des photos. On va chercher l'inspiration et tout d'un coup on fait des choses qui sont bien meilleures. Et ça veut pas dire que quand on fait un moodboard et qu'on choisit des photos de photographes qui font des shoots à 10 000 €, ça veut pas dire que le but ça va être de les refaire en studio avec le peu de moyens qu'on a, mais juste de se donner une direction en fait, une ligne directrice, et ensuite d'essayer d'avoir une idée et ensuite de pouvoir choisir différents embranchements qui vont amener à ton style, à toi. J'ai attendu très longtemps. Aujourd'hui. Je suis en couple. Oui, mais tu es en couple, pas que je crois qu'il y a de la polygamie, parce que tu as aussi quelques petits bijoux ici. Ah oui, alors effectivement, j'ai attendu longtemps pour te poser des questions sur ton matos, mais le geek matos en moi ne peut plus résister. Il faut que je sache qu'est-ce que tu utilises. Alors j'ai un des Nikon qu'on utilise là pour enregistrer, qui est mon bébé principal. J'ai toujours été chez Nikon simplement parce que c'est les premiers appareils qu'on m'avait proposé, et puis j'aimais bien le Japon, c'est japonais, je me suis dit vas-y pour Nikon. Donc tout est japonais. Tout est japonais. Non, j'ai du oui, non, merde, non, suédois, c'est du suédois. Non, mais déjà, alors, plus récemment, là, parce qu'en fait, je me suis mis à l'argentique quand je suis arrivé en Corée, encore une fois, pour des facilités d'accès à l'argentique, parce que tout est beaucoup plus facile à ce niveau-là ici. Et donc, bon, là, ça vient du Japon, mais récemment, j'ai acheté le Nikon F2, qui est un très joli boîtier. Et là, c'est l'objectif que je me suis acheté pour scanner mes négatifs, mais sinon, j'ai aussi un 50 mm dessus et un 24 mm que j'utilise beaucoup. Et donc là, le Nikon F2 qui est très 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 bien, que j'adore, qui est en très bon état.
et qui marche parfaitement bien. Faut juste que je l'utilise un peu plus. En plus ou c'est quoi ça? C'est le prix de l'objectif, je crois, mais c'était à Hong Kong, donc ça fait partie du truc, quoi. Ouais. La petite étiquette. Donc il y a ça. En fait, je me suis ruiné en argentique depuis que j'ai commencé, c'est assez un délire. Et là, du coup, j'ai le Hasselblad que je me suis acheté au Japon. J'avais encore beaucoup d'économies et je me suis dit, je suis au Japon, c'est un voyage que je rêvais de faire depuis longtemps et je voulais repartir avec un souvenir que je l'ai gardé longtemps et que je pourrais garder longtemps et qui, si jamais je pourrais le revendre, ça se revend toujours très facilement. Et du coup, j'ai acheté quelque chose qui est pas japonais. J'hésitais avec d'autres choses, mais là, je me suis dit, la Hasselblad, c'est un appareil iconique, emblématique, tout ce qu'on veut, qui a une histoire dans la photo qui est assez important. Et en plus, ils ont des objectifs de très 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 bonne qualité qui permettent aussi de faire des portraits très très cool. Et en fait, j'essaie aussi pendant mes sessions en studio de toujours avoir une importance portée avec l'argentique, parce que j'ai réussi à un moyen de connecter les flashs de studio. Et j'avoue qu'en studio, ça c'est un plaisir. Enfin, c'est fait pour à la base. Donc là, ils sont démontés parce que pour le transport c'était plus facile. Mais j'utilise beaucoup le 50 mm qui équivaut entre guillemets à du 20-25 mm sur la Hasselblad. Et comme on retrouve beaucoup sur mes photos, j'aime bien un peu ce qui est large, un peu grand angle, etc. Donc je me retrouve beaucoup sur ça. Il faudrait qu'un jour je me prenne le 80, mais le 50 mm que j'adore. Donc je me suis ruiné avec ça, mais c'est un petit boîtier qui fait très plaisir à utiliser. Et c'est une source de satisfaction qui est inépuisable. Faut que j'essaie un jour. Ah ouais, non, c'est la balle. Je sais pas si tu l'avais prêté, mais on ira shooter quelques photos, je te le passerai. Mais ouais, Hasselblad, c'est risque. Ça fait un peu peur que ça tombe en panne et de faire la révision qui coûte super cher. Mais c'est un plaisir. C'est vraiment un petit plaisir. Merci beaucoup pour tes réponses. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver? En Corée, professionnellement, si on a besoin de photos pour des portraits, etc. Ou autres, d'ailleurs je suis ouvert un peu sur tout. Sinon, Instagram, Bylambda, BYLAMBDA. On le marquera. Tu marqueras. Enfin, je le marquerai. Ouais. Je marque parce qu'on dit toujours Bylambda ou je sais pas quoi. Il n'y a que toi qui as toujours compris Bylambda direct parce que ton Instagram c'est Bytibo aussi. Ouais. Donc ça, voilà. Sinon, mon site internet, mutin-antoine.com et bien sûr YouTube, où on a eu l'occasion de te retrouver déjà. Vite fait. J'apparais très rapidement à la Fashion Week. Ah, c'était ça, c'était la fashion. Je me suis dit, je t'ai vu filmer. Il faudra qu'on fasse un petit vlog sortie photo un jour. Trop bien. Mais sur YouTube aussi, ouais. Écoute, super, j'ai hâte de voir du coup ce que tu vas faire par la suite, notamment le tournage, le shooting que tu avais fait il y a quelques jours. On a juste vu un peu le behind the scene, on n'a pas vu encore ce qui est sorti. J'ai hâte de mettre à la retouche, ouais. Ça va être trop bien. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si tu as écouté jusque-là, n'hésite pas à mettre en commentaire tiens, le son que le renard fait, ou alors tu marques juste merci Antoine, ça marche aussi. Romain, c'est coin-coin. J'ai trouvé un truc. Et du coup, tu peux aussi t'abonner à nos deux chaînes. Bye bye. Ciao.